Bonjour et bienvenue à cette entrevue d'experts. Je m'appelle Corinne Vachon-Croteau et je suis responsable d'ISSO Concilivie. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de m'entretenir avec deux de nos précieuses collaboratrices. Diane Gabrielle Tremblay, d'abord, qui est professeure en gestion de ressources humaines à l'Université TÉLUQ. Elle est aussi directrice du Centre sur la gestion des âges et des temps sociaux, responsable des programmes de l'Université TÉLUQ en ressources humaines et organisation du travail, où elle a développé un cours sur la conciliation emploi-famille. Également présente avec nous Sophie Mathieu, docteure en sociologie, et chercheuse postdoctorale à l'Université TÉLUQ. Elle s'intéresse particulièrement à l'évolution et la transformation de la politique familiale québécoise, en particulier les services de garde et les congés parentaux. Bienvenue, mesdames. Bonjour. Bonjour. Pour vous mettre en contexte, Concilivie réalise annuellement deux grands sondages, l'un auprès des employés et l'autre auprès des employeurs, pour documenter la conciliation famille-travail et son évolution dans le temps. On a la chance de compter sur votre expertise, mesdames, pour décortiquer les données et pousser plus loin l'analyse. Il y a un article qui a été publié dans les derniers jours, qui sera incessamment dans la revue Intervention économique, qui est basée, entre autres, sur les données d'un sondage qu'on a réalisé au printemps 2020, en plein cœur de la première vague de la pandémie, qui permet de faire une rétrospective sur la façon dont a été vécue la conciliation famille-travail dans cette période-là. Donc, pour commencer, Sophie, quels ont été les grands constats qui sont présentés dans l'article? Bien, l'analyse a permis de mettre en relief un phénomène auquel on ne s'attendait pas du tout, c'est-à-dire que quand on compare les données de 2018 et de 2020, des données qui ont été recueillies auprès de parents avec des enfants de moins de 18 ans, auprès de parents qui sont en emploi, bien, on s'est rendu compte que les parents qualifiaient dans une plus grande proportion leur conciliation comme étant facile pendant la pandémie. Donc, en plein confinement, alors que les parents avaient à continuer leur occupation professionnelle, alors que les enfants étaient à la maison parce que les écoles et les services de garde étaient fermés, bien, il y a une plus grande proportion de ces parents-là qui étaient toujours en emploi, qui ont répondu, bien, on considère que notre conciliation emploi-famille est facile. Donc, ça, encore une fois, c'est en comparant des données de 2020 pendant la pandémie à des données qui avaient été compilées en 2018 avant la pandémie. Et ça, on ne s'attendait pas du tout à ça parce qu'on sait que pour les parents, ça n'a pas toujours été évident là, avec l'école à la maison, les plus petits qui étaient là aussi avec la fermeture des services de garde. Donc, c'est un constat qui est tout à fait étonnant et paradoxal. Complètement. Puis est-ce que vous avez des pistes de solutions pour expliquer, en fait, cette réalité peut-être particulière-là? Oui, bien en fait, c'est ça, cette réalité-là est très particulière. Premièrement, parce qu'on sait, quand on regarde la littérature internationale, que la pandémie a été particulièrement difficile sur les femmes. Okay? Et quand on regarde les données de 2020, c'est les hommes et les femmes qui considèrent que leur conciliation emploi-famille est plus facile. Donc, c'est pas seulement les hommes, les femmes ont répondu de la même façon. Donc, ça, la première chose, là, c'est que c'est vraiment ça s'inscrit un peu en porte-à-faux par rapport à ce qu'on voit dans la littérature internationale, parce qu'on voit que les femmes ont souffert et ont fait les frais de la pandémie. On explique ça par différentes, on a différentes pistes d'explication. C'est certain qu'il y a eu au sein des familles probablement de la négociation qui s'est faite là, entre chacun des conjoints. Là, ça a dû négocier fort entre les hommes et les femmes pour savoir qui était pour faire quoi. Mais nous, une de nos pistes d'explication, c'est que le Québec a réussi à créer un contexte institutionnel, social qui est favorable à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est-à-dire que les femmes et les mères ont une certaine légitimité dans leur rôle de travailleuses et que au fil des ans, maintenant qu'on sait qu'on a avec notre très bonne politique familiale au Québec, ben il y a eu une certaine égalité qui s'est mise en place dans les familles et
n'y a pas cette attente-là que ça va être les mamans qui vont tout faire pendant que les papas continuent à travailler. Donc, il s'est probablement passé quelque chose au niveau des couples et ça, ben, ça s'est fait dans un contexte institutionnel plus large qui, depuis la fin des années 90, le début des années 2000, favorise l'égalité entre les hommes et les femmes. Puis, un certain partage aussi dans les tâches de soins. Pour que ce soit pas seulement les mamans. On sait, au Québec, entre autres, on a des congés de paternité, puis les gars les prennent. Bon. Donc, il y a probablement eu un partage qui s'est fait entre les hommes et les femmes qui a permis à la fois aux hommes et aux femmes de qualifier leur conciliation emploi-famille comme étant facile. Ça ne veut pas dire que ça a été toujours facile puis toujours rose, mais dans leur perception, quand on compare, là, on voit quand même qu'il y a une évolution, puis elle ne va pas dans le sens qu'on aurait pu penser avant vraiment de regarder les données. Merci, c'est vraiment très intéressant de faire ces analyses-là. Puis du côté des employeurs, Diane Gabriel, comment est-ce que se sont comportés au cours de la première vague de la pandémie ces derniers, alors que les écoles, les services de garde étaient fermés? Oui, alors on sait que les difficultés de conciliation emploi-famille, ou ce qu'on appelle le conflit emploi-famille, c'est associé au rôle professionnel des personnes. Donc, la durée du travail, par exemple, des cadres ou des professionnels peut avoir un effet et l'employeur a donc un rôle à jouer en plus des variables familiales, nombre d'enfants ou âge des enfants, par exemple. Donc, le soutien organisationnel, le soutien de l'employeur, le soutien des collègues, le soutien du supérieur immédiat, surtout, ça peut être assez important. Alors, dans la recherche, ce qu'on a pu voir, c'est qu'au-delà des mesures de conciliation qui étaient disponibles, dans certains cas, les employeurs ont été empathiques, ont offert une certaine compréhension à l'endroit de leurs employés. On a constaté qu'un certain nombre de personnes ont indiqué ça. 88% des hommes, 86% des femmes ont indiqué que l'employeur avait démontré une certaine empathie, ce qui aide en tout cas dans la perception de la conciliation. Autre élément intéressant aussi, on a constaté que les employeurs ont pu parfois réduire leurs attentes en termes de productivité ou alors en termes de charge de travail, ajuster la charge de travail. Là, à peu près un cinquième, 22% des hommes comme des femmes ont dit que oui, leur employeur avait ajusté ses attentes. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que c'est 29% dans le cas des parents d'enfants de moins de 5 ans. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que l'employeur a pris en compte finalement les réalités familiales de leurs travailleurs. Vraiment très intéressant, effectivement. Je pense que ce dialogue-là probablement a été créé peut-être par les réalités de pandémie où on voyait, pour les gens en télétravail, du moins les petits des fois arriver à l'écran, c'est quelque chose qu'on n'était pas habitué. Les chats, les chiens parfois aussi. Oui. Quelque chose qu'on n'était pas du tout habitué de voir avant la pandémie, en fait. On parlait tantôt des mesures de conciliation famille-travail qui sont quand même importantes pour les employés. Jusqu'où les parents sont prêts à aller pour les mesures de conciliation famille-travail? On sait que les parents au Québec tiennent énormément aux mesures de conciliation emploi-famille, évidemment pour les aider là, au jour le jour. Ce qu'on a pu constater aussi dans la recherche et qui est intéressant, c'est que certains parents sont même prêts à aller assez loin, c'est-à-dire à changer d'emploi ou alors à laisser aller une part de salaire pour, en fait, réussir à avoir des mesures de conciliation. Donc, on a vraiment une demande assez forte de ce côté-là. Environ le tiers des hommes étaient prêts à réduire leur salaire, et ça autant en 2018 qu'en 2020. Pour les femmes, ce qui était étonnant un peu, c'est qu'elles étaient 42% en 2018 à être prêtes à sacrifier du salaire, alors qu'en 2020, elles n'étaient que 29%. Par contre, je trouve qu'il faut quand même nuancer parce que les femmes ont de manière générale des salaires inférieurs à ceux des hommes. Elles ont été très, très touchées par la pandémie, perdu des emplois, perdu des heures de travail. Alors, on peut comprendre qu'elles sont peut-être un peu hésitantes là, à en perdre davantage. Par contre, beaucoup de personnes aussi sont prêtes à changer d'emploi. C'est-à-dire qu'on voit qu'à peu près la moitié des hommes comme des femmes sont prêtes à changer d'emploi pour trouver finalement un contexte où l'employeur, le supérieur et les collègues vont être plus ouverts, plus conciliants. Ce qu'il faut dire aussi,
c'est qu'au-delà des mesures de conciliation qui peuvent être offertes, il faut qu'il y ait un bon climat organisationnel. Et ça peut expliquer que des gens veuillent changer d'environnement parce qu'ils se disent, bien, dans mon environnement, on n'est pas soutenant. Donc, je vais trouver un climat où je pourrais demander des mesures. Parce que demander 4 jours semaine, aménagement de temps de travail ou télétravail, ce qui est très important pour les parents, bien, il faut être dans un contexte où on est assuré que ça ne va pas avoir d'impact négatif sur, en fait, les promotions qu'on pourrait avoir, les dossiers qu'on pourrait avoir. Donc, climat organisationnel, très important aussi. Donc, les employeurs ont tout intérêt à manifester clairement leur ouverture, je pense, en matière de conciliation famille-travail, s'assurer que ça soit connu auprès de leurs employés, tant les mesures que aussi cette ouverture-là réelle à la discussion puis à la considération, en fait, des besoins de leurs employés sur la conciliation famille-travail pour fidéliser leurs employés à plus long terme. Exactement, et surtout en contexte de pénurie de main-d'œuvre, où ils en cherchent tous. Oui, particulièrement. Puis pour la suite, en fait, là, je sais que vous avez déjà fait beaucoup de travaux sur les données, mais est-ce qu'il y a des prochains angles que vous aimeriez développer en lien avec toutes les données disponibles sur la conciliation famille-travail via les sondages de Concilivie notamment? Ça va être intéressant de regarder. On a commencé à le faire un petit peu, mais de voir un an après, donc en 2021. Quand les parents vont être fatigués parce que ça fait un an là, qu'ils ont les enfants à la maison une fois de temps en temps, de voir comment les parents vont qualifier leur conciliation emploi-famille, puis comment les employeurs aussi, un an après, quand ça fait un an qu'ils font des accommodements, puis qu'ils font preuve d'empathie, puis qui permettent, un petit peu moins de productivité. Donc, un an après, ça a l'air de quoi au niveau des parents, au niveau de leur bien-être, au niveau de leur perception de leur capacité à bien concilier le travail et la famille. Ça va être très intéressant de regarder l'évolution de ces données-là dans le temps depuis 2018, pendant les premières semaines de la pandémie, puis finalement un an après, quand la fatigue s'est installée. Mais moi, je m'intéresse toujours aux employeurs, à la gestion de ressources humaines, à l'organisation du travail. Ils ont expérimenté le télétravail, beaucoup de salariés ont aimé ça. Donc, moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est de voir dans quelle mesure est-ce que les employeurs continuent de répondre, en fait, aux demandes des parents. Et je pense qu'on a trouvé assez intéressant de voir le lien entre ce soutien organisationnel et la conciliation, mais on pourrait regarder aussi le stress, la fatigue, quel impact est-ce que ça peut avoir sur les personnes. Toujours les différences hommes-femmes, je pense qu'on s'intéresse beaucoup à ça et on va continuer de regarder ça. Et puis, effectivement, au fond, l'évolution dans le temps. Le Québec est une société, Sophie l'évoquait au début, une société où quand même il y a des services de garde, des bonnes mesures de conciliation, mais tout le monde n'y a pas accès. Donc, ça aussi, les différences selon les catégories socio-professionnelles, je pense que c'est important. Mais merci beaucoup pour le partage fort intéressant de vos analyses, de votre savoir. Je pense que ça prend plus de gens comme vous qui nous aident à comprendre les phénomènes pour qu'on puisse ensuite mieux agir pour être soutenant pour les familles du Québec. Donc, un grand merci pour votre temps puis pour votre collaboration. Merci à vous. Merci pour l'invitation. C'est un plaisir.